Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout, et comme à l'habitude, faites d'excellentes lectures. Aujourd'hui, j'avais l'envie de faire une vidéo un peu spéciale, qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens que j'avais envie d'avoir devant moi mes 12 meilleures dernières lectures. Et que dans ces 12 meilleures lectures, il n'en reste qu'une. Je ne sais pas trop si on va y arriver. Je crois que le choix va être cornélien. Mais on tente l'aventure. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, avant de commencer cette belle aventure, les 12 livres sont sur ma table, avec des numéros. Dans un petit verre, j'ai les mêmes 12 numéros. On va faire 6 duos. Donc des 12, il va en rester 6. Les 6 rescapés vont... ça va être la demi-finale, on va faire 3 de chaque. Donc une demi-finale, ce sera 3 livres. Et finalement, il en restera 2. Et donc, je ne sais pas si je vais y arriver, parce que c'est quand même des choix cornéliens. Quand je vois ce qu'il y a sur la table, c'est... Enfin, soit. Hein. On va commencer et en même temps, je vais dire, bon, à chaque duo, je vais vous représenter, en gros, l'histoire et puis pourquoi ça a été un coup de cœur. Donc, c'est parti. Alors, je peux vous dire que pour avoir déjà les 12 bouquins ici sur la table, j'ai dû déjà galérer pas mal parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés sur le banc de touche, qui étaient aussi d'excellentes lectures, mais bon, à un moment donné, il fallait bien choisir. Et donc c'est ça, donc on va commencer. Je me demande déjà les premiers numéros que ça va être. Donc le numéro 1 et le numéro 2. Non, le premier numéro, c'est le numéro 6. On commence déjà avec du lourd, du très lourd même. Et le 1, oh my god. Ouais. Bon. Alors, le 6, c'était le numéro... c'était le numéro 6. Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta contre Stephen King, 22-11-63. Ça pourrait déjà être la finale. Ça pourrait déjà être la finale. My God. Autant vous dire que ce petit jeu, si je le recommence je vais dire dans 2 mois, avec les mêmes bouquins, mais peut-être avec un tirage différent, ce sera pas pareil, c'est clair. Donc on pourra peut-être le refaire dans 2-3 mois, hein, en y ajoutant peut-être encore 2-3 autres bouquins. Pourquoi pas. Bon, déjà, le premier, Melissa d'Acosta, ça a été mon premier coup de cœur de Melissa d'Acosta. On va se retrouver ici en Nouvelle-Zélande avec 3 femmes, une mère et sa fille qui sont néo-zélandaises et qui ont un camping. Et puis il va y avoir, comment elle s'appelle, Flore, qui vient de France et qui vient là un peu pour, pour faire une pause dans sa vie et puis qui va se retrouver donc dans ce camping. Ça va être un trio d'émotions entre ces 3 femmes qui au début ne se connaissent pas du tout. Je veux dire, entre la mère et la fille, oui, hein, c'est clair qu'elles se connaissent, mais je veux dire, pour connaître cette Française qui arrive du bout du monde. Ça a été un coup de cœur parce que, bon, déjà, je crois que c'était ma 2e ou 3e lecture de Melissa d'Acosta. Donc, je crois que c'était ma 2e lecture. Le premier, ça avait été Les Lendemains. Ça a été une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Mais ici, oui. Parce qu'elle décrit la Nouvelle-Zélande, un pays déjà où j'aimerais bien aller en vacances. Mais c'est une lecture qui est fluide.
En même temps, c'est du... c'est pas du feel good du tout. Hein. Attention à ce qu'on dit. Mais c'est une sorte de cocooning. Tout n'est pas rose dans ce bouquin, tout n'est pas rose du tout, parce que c'est la française est une femme quand même, une jeune femme qui est un peu écorchée par la vie. En même temps, je vais dire, la Millie, qui est la fille, la néo-zélandaise, est aussi un peu, je vais dire, tout n'est pas rose, mais c'est cette symbiose qui va doucement éclore entre ces trois femmes, qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est, je vais dire, en gros, Melissa d'Acosta, Stephen King. Je ne pouvais plus mal tomber, oui c'est clair. My God. 22-11-63. C'est une bricasse de plus de 1000 pages, où ça va raconter, bon là on est sur de l'historique fantastique. On va être, comment je vais dire, on va suivre le héros qui est, je ne me rappelle plus son prénom, ni son nom, c'est pas marqué en quatrième de couverture non plus, qui va avoir l'occasion de pouvoir remonter le temps et possiblement d'aller, je vais dire, sauver le président John Fitzgerald Kennedy de son assassinat le 22-11-63 à Dallas. Ça, je veux dire, c'est le pitch en gros. Ça a été aussi, parce que les thématiques là-dedans sont incroyables. Vous pensez bien qu'un bouquin de 1000 pages, hein, c'est plus Stephen King. Mais c'est tellement complet. L'écriture, n'en parlons plus. Hein. C'est du grand King. Quand je l'ai lu, j'avais écrit que c'était l'un de mes meilleurs, sinon le meilleur Stephen King jamais lu, pour ma part. Maintenant, je dois choisir. Pourquoi je fais ce jeu? Je dois choisir entre Les femmes du bout du monde et 22-11-63. M'en veuillez pas. Parce que je vous dis, my God. En même temps, je me dis, du Stephen King, j'en ai plein, mais j'ai plein de Melissa d'Acosta aussi, un peu moins. Mais j'essaie de me remettre dans le contexte où je l'ai lu. Melissa d'Acosta, Les enfants du bout du monde. On aura encore bien l'occasion d'avoir des coups de cœur Stephen King. Je crois que à chaque fois que je vais faire ce genre de vidéo, il y aura du Stephen King sur la table. Donc allons-y pour Les femmes du bout du monde. Alors, suivant. Alors, deux autres bouquins. Le 3. Et le 8. Je crois que oui, c'est ça. Je me parle à moi-même là, mais je me dis... Bon, alors le premier tiré, ça a été La bibliothèque de minuit, de Matt Haig. Et le deuxième, La maison au sortilège d'Emilia Hart. Alors, le premier, La bibliothèque de minuit, Matt Haig. On est avec, là je reprends son prénom, Nora Seed, qui est une jeune femme. Au début du livre, elle fait une tentative de suicide. Et je vais dire, bon, on ne va pas essayer d'aller trop spoiler non plus. Mais pendant qu'elle est dans le coma, disons, elle va avoir des visions. Elle va être transportée, je vais dire, dans un monde parallèle où il y a une grande bibliothèque. Et
avec plein de livres. Et là, il y a une femme qui est là, un peu comme la bibliothécaire. La bibliothécaire, je dirais peut-être de l'au-delà, ou quelque chose dans le genre. Et elle doit choisir un livre. Et ce livre va la faire, je veux dire, quelque part redescendre sur Terre, de nouveau dans un multivers, disons. Et elle va avoir l'occasion je veux dire, d'améliorer cette partie de sa vie. Si ça ne va pas, ben bon, elle retourne à la bibliothèque, elle choisit un autre livre et ainsi de suite, jusqu'au final. Voilà, je ne vous dis rien. Hein. Ça n'a pas été, je crois, un coup de cœur, mais une excellente lecture, limite coup de cœur. Voilà. De Matt Haig, qui est si je rappelle, un auteur britannique. Et puis La Maison au sortilège. La Maison au sortilège d'Emilia Hart, qui est son premier livre. On est avec disons que c'est une trilogie, enfin non, c'est pas une trilogie, mais disons que c'est trois histoires, trois époques différentes, trois femmes différentes, et trois histoires différentes, mais qui en même temps ont un lien entre elles, un lien transgénérationnel, qui va montrer la résilience des femmes à travers les siècles, parce que ce sont 4 femmes qui sont séparées de plus ou moins 4 siècles. La première, on est en 1642, on est avec Althea, qui est aux prises avec l'Inquisition et tout ça. Ensuite, on a en 1942, Seconde Guerre mondiale, on est avec Violette. Et puis en 2019, parce que je vois que c'est un bouquin qu'elle a écrit en 2019, en 2019, nous sommes avec Kate. Et donc, on va voir cette relation, je veux dire, transgénérationnelle, cette résilience des femmes, c'est la puissance des femmes et de la nature. Ça a été un coup de cœur, hein, véritablement coup de cœur. Et mais là, quelque part, ça se sent parce que il n'y a pas de... J'ai pas de, comment je vais dire, d'embarras à choisir entre un presque coup de cœur et un coup de cœur. Donc c'est La Maison au sortilège d'Emilia Hart. Alors, les deux suivants. Entre chaque livre, ben vous voyez que je coupe, c'est parce que je remets les bouquins. Je mets les trucs à part, puis après il faudra remettre tous les numéros, je veux dire, les numéros qui ont été choisis, les remettre dans le verre, et ainsi de suite. Oh, pardon. Là, on a choisi, hein, c'était le 11. Voilà, le 11 et le 5. C'est réellement pas facile. C'est pas un exercice facile. Alors, le 11, c'était dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson, et Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, de David Saphir. Bah, déjà, pour le même prix, je veux dire, c'était le même format. Hein, bon. Dans les forêts de Sibérie, je me devais de prendre Sylvain Tesson, que j'ai découvert en 2024, parce que chaque fois, je veux dire, ce n'est pas réellement des coups de cœur, mais j'adore sa plume, j'adore ce qu'il relate dans ses livres, et puis les citations qu'il y met. Moi, ça, je kiffe à mort là, quand chaque fois, que ce soit, je vais dire, la Bérésina ou encore La Panthère des Neiges, parce que pour l'instant, j'en ai lu 3 de lui, mais on ne va pas s'arrêter là, c'est clair. Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson est un aventurier, on peut dire ça, un aventurier des temps modernes,
Il va se retrouver au bord du lac Baïkal en 2010. Donc il va y passer, je veux dire, une bonne partie de l'hiver, de février à juillet, je crois, 2010, au bord du lac Baïkal. Et tout seul, dans cette petite, dans ce petit chalet, ou petit baraquement, je dirais, où il y a juste une pièce. Il va y prendre des bouquins, en voiture, voilà, de l'alcool aussi, de l'alcool, et puis c'est ça, il va être là pendant quasi 6 mois. 6 mois de l'année. Comme j'ai dit, une grosse partie de l'hiver, puis je veux dire, une bonne partie du printemps, et un petit bout d'été. Et donc c'est ça, ça n'a pas été un coup de cœur, mais une excellente lecture, comme à l'habitude, avec Sylvain Tesson. Donc je me devais d'avoir quelque part Sylvain Tesson dans les 12. Et puis, David Saphir, là on est sur de l'humour, on est sur, c'est ça, de l'humour. David Saphir est un auteur allemand, que j'ai lu entre autres aussi Maudit Karma, qui est un peu, je veux dire, dans le même genre, point de vue humour. Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, c'est que Mademoiselle la vache se rend compte que il y a ses copines, quand le camion vient, elles ne reviennent pas. Donc à un moment donné, ça fait tilt dans sa tête. Et donc, avec quelques compagnes et un compagnon, ils vont fuir la ferme et essayer d'aller, je ne sais plus où c'était, de prendre l'avion et puis d'aller, je ne sais plus où. Non, j'ai plus de souvenir de la destination finale. Mais donc c'est ça. Donc entre ces deux-là, mon cœur balance. Mon cœur balance. Là, j'en ai lu 2 de lui. Là, j'en ai lu 3. Je me rapproche plus, je veux dire, quand je lis, je me rapproche plus de Sylvain Tesson, de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses, de sa façon de voir le monde, que David Saphir, où là, on est plus tourné sur l'humour, mais un peu sur le burlesque. Mais je vais prendre Sylvain Tesson. Donc Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Donc, suivant. Ça diminue dans le verre. On est à la moitié. Mais on n'est pas à la moitié du calvaire. Hein. Le 4 et le 12. Le 4 et le 12. Oui, ma tête. Ah là 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 là. Bon, alors, le 4. C'est un des derniers livres que j'ai lu, qui a été... D'ailleurs, je n'ai pas encore... j'ai regardé, je vais dire, sur mon Instagram, mais j'ai remarqué que je n'avais pas encore fait la fiche lecture, mon avis lecture sur le bouquin. Donc, incessamment sous peu. Les oubliés du dimanche, de Valérie Perrin, avec et contre la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Bon, Jenny Colgan, je veux dire la petite boulangerie du bout du monde, c'est une petite saga en 4 volumes, je crois. Donc là, on va juste, je veux dire, spécifier ce bouquin-là, parce que bon, j'ai pas lu la saga, j'ai lu juste un livre de Jenny Colgan. Donc entre les deux, bon, tout d'abord, Valérie Perrin, j'avais jamais lu de livre sur Valérie Perrin. Et là, je vais en profiter juste pour le dire là maintenant, c'est que ça a été un coup de cœur. Oui et non, c'est très difficile
J'ai adoré la plume. Le début, si j'avais lu juste les 50 premières pages, ça aurait été un coup de cœur. Après, je dis à l'écriture, comme si ça ne tenait pas le rythme, mais moi, ce bouquin, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, ça m'a fait penser à L'été meurtrier de Sébastien Joprizo. C'est comme si j'avais ressenti, d'ailleurs, les premières pages, la manière d'écrire, ça m'a fait penser à ce style d'écriture qui est un peu... c'est difficile à expliquer ça, non, c'est pas évident à expliquer, mais c'est une écriture qui est super fluide, mais en même temps qui... Je ne vais pas dire qu'il compare les choses, mais c'est unique. Moi, je dis c'est une écriture qui est unique, réellement. Waouh! C'est ça qui m'a fait pencher la balance vers le coup de cœur, parce que ensuite, on ne retrouve pas je veux dire, ce style d'écriture tout le temps, je veux dire à chaque page. Mais il y a des tournures de phrases qui sont magnifiques, réellement magnifiques. Waouh! En même temps, est-ce que ça a une influence? Je ne sais pas, mais Valérie Perrin est la compagne de Claude Lelouch. Quand on voit les films de Claude Lelouch, et qu'on essaye, essayer de comparer une écriture avec un film, c'est pas évident, mais on ressent comme la même essence pour raconter les histoires, c'est ça. En tous les cas, c'est ça. C'est une écriture pour moi unique, que j'ai adorée, et qui m'a fait penser à L'été meurtrier, qui pour moi, à l'époque, bon là on revient en arrière, on est en 1984 je crois, L'été meurtrier. Je parle du film, je ne parle pas du livre, mais c'était dans les début des années 80. Donc voilà, Les Oubliés du dimanche, Valérie Perrin, contre La petite boulangerie du bout du monde. Là, de nouveau, on va aller voir le prénom, c'est Polly, oui c'est ça. Ça se passe en Angleterre, au sud de l'Angleterre, du côté de Plymouth. Polly est avec un gars. Bon, ils ne sont pas mariés, rien du tout, bon, ils vivent ensemble. Ils sont dans la même petite société qu'ils ont élaborée. Ils travaillent ensemble. Et cette petite entreprise, fait faillite. Et donc le gars il retourne chez sa mère, et puis elle a besoin d'air pur, elle a besoin de faire le point sur sa vie, tout ça. Et puis ça fait qu'elle va déménager, elle va aller dans le village, je ne sais pas si le village est marqué ici, je n'ai plus le nom du village en tête. Mais bon, c'est dans les Cornouailles, c'est tout près de Plymouth, à quelques kilomètres de la ville de Plymouth. Et elle va devenir, un peu quelque part malgré elle, la boulangère du village. Donc ça c'est le pitch en gros. J'ai adoré l'ambiance, réellement l'ambiance qu'il y a. Au départ je me disais, oh, ça va partir sur de la romance. Je veux dire, il y avait certaines tournures, certaines pages qui me disaient, ouais, bon, ça va être bâclé, je crois pas que ça va filer good avec moi. Mais pas du tout, oh que non, pas du tout. Donc, toujours aller un peu plus loin que ce que l'on a envie d'aller. Je dirais quand il y a une écriture qui ne va pas très bien. Ça a été une excellente lecture, réellement excellente lecture. Donc 2 excellentes lectures, 2 limites coup de cœur. Valérie Perrin, premier livre de cette autrice. La boulangerie du bout du monde, premier livre de cette autrice. Jenny Colgan.
La petite boulangerie du bout du monde. Oui. Ce qui me fait penser qu'il faudra lire la suite. Alors, on reprend le verre. Encore 4 petits numéros. On est avec le... Bon, il veut s'ouvrir. Le 2. Et le 7. Je vais déjà vous dire que c'est 2 autrices. Il faudrait que je regarde là s'il y a plus d'auteurs que d'autrices. Je crois qu'il y a plus de... Non, je ne sais pas, on va regarder tout à l'heure. Alors, le premier, L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch. Beau petit pavé de 1000 pages aussi, ça. Et puis, Outlander de Diana Gabaldon. Donc là, je vous présente juste un tome. Pour l'instant, j'en ai 5 dans ma palle, 4 lus. Bientôt le 5e en lecture commune avec Gilles. Colin McCulloch, c'est un roman historique. On va suivre, comment il s'appelle encore, Richard, je crois, ou Richard Morgan, c'est ça, qui a réellement existé. Et qui va être condamné à tort en Angleterre, du côté de Bristol, pour un fait qu'il n'a pas commis. Et puis il va être envoyé, parce que là on est au fin du 18e, et il va être envoyé en prison. Il va y rester quelques mois. Et puis à un moment donné, la politique de l'époque veut que on prenne certains détenus et qu'on les envoie au bout du monde pour aller coloniser des terres inconnues. Et là, ils vont aller en Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire la future Australie. Et on va voir ce Richard Morgan qui va passer, je veux dire, quasi par tous les stades. Cette fameuse traversée qui va durer plus de 6 mois sur un navire. Et en même temps, c'est un hymne à la vie, parce que on voit la souffrance de ces prisonniers. Je veux dire aussi bien dans les prisons anglaises que je veux dire sur le navire, sur le bateau, pendant la traversée infernale. Et puis arriver je veux dire en Australie où de nouveau c'est un peu moins violent, mais quand même. Et tout ça, ça va relater la vie à cette époque-là des prisonniers et des bagnards. Ça a été un coup de cœur, réellement un coup de cœur, avec Colin McCulloch, qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps, qui entre autres a écrit Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est ça, une brique historique, coup de cœur. C'est les meilleurs. Pour moi, ce sont les meilleurs. Avec et contre, c'est du super lourd, hein, comme je vous le disais. Diana Gabaldon, Outlander. Là, on est sur sur un roman, je veux dire, historico-fantastique avec de la romance dedans. Mais de la romance qui me va bien, dans le sens que c'est une romance c'est pas un livre qui est fait pour de la romance et uniquement sur de la romance. C'est un livre, comme je dis, fantastico-historique, avec une Diana Gabaldon, je le dis toujours en long et en large quand je lis un de ses tomes, c'est qu'elle peut écrire n'importe quoi, sur n'importe quoi. Elle a toujours cette fluidité d'écriture qui est, c'est ça, on en redemande.
On est, bon, je ne vais pas faire le résumé, je veux dire, d'Outlander, ou alors juste le pitch de départ pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a également une série télévisée qui est, je ne sais pas si elle est encore en cours ou si elle est complètement terminée, mais qui a, je veux dire, 7 ou 8 saisons pour l'instant. Je crois qu'il y a la 8e saison qui est sortie ou qui va sortir. Parce qu'il faut vous dire que moi j'ai commencé avec la série télévisée. J'ai fait les 4 premières saisons. Et puis après je me suis dit, bon ben j'avais le premier livre, mais dans une autre édition. Et je l'ai lu, puis j'ai pris cette édition-là, je l'ai relu. Et puis bon, j'ai continué, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de la lecture. C'est une saga qui fait, je crois, 9 ou 10 volumes. Et une fois qu'ils seront lus, eh ben, je vais peut-être certainement reprendre, je veux dire, la série télévisée depuis le début. Donc, entre Diana Gabaldon et Colin McCulloch, je crois qu'il n'y a pas photo. Oui, Diana Gabaldon, Outlander. Non pas parce que c'est une saga et que bon, hein, ça va encore durer pas mal de temps pour lire, je veux dire, cette saga, cette écriture de Diana Gabaldon, mais je veux dire entre les deux, point de vue écriture et style, non, franchement je préfère donc Outlander. Alors, pour les 2 derniers numéros, ben bon là j'ai même pas besoin de les regarder, hein. Je prends les 2 derniers, et comme c'est bizarre, parce que j'avais bien sûr de la lecture autochtone, eh bien, ils sont ensemble. Alors, le premier c'est Pisimnapeau de Georges Pisimnapeau, et le deuxième, Cheval indien de Richard Wagamese. Donc là, là, ça va être difficile, parce que Pisimnapeau, j'ai rencontré l'auteur qui m'a fait une belle dédicace l'année passée au Salon du Livre de Trois-Rivières. Et bon, il ne faut pas que ça intervienne, dans mon choix d'avoir rencontré l'auteur, et c'est ça, d'avoir pu lui parler et tout ça. Donc c'est un peu... mais, parce que bon, c'est un livre qui est très court, mais en même temps, je veux dire, la personnalité de Georges Pisimnapeau, je vais vous dire, bah oui, il reflète, parce que bon, c'est une biographie en fait, de son enfance, et puis je veux dire, de son enfance, de son adolescence jusqu'à l'âge adulte, qui est faite par des courts chapitres, et qui relate, je veux dire, ce qui ressort réellement de Pisimnapeau, c'est le pardon. Le pardon d'un autochtone qui a été bafoué par la vie, qui a été bafoué par les Blancs, et qui leur pardonne. Réellement, qui ne pardonne pas pour histoire de pardonner, et puis qui fait juste l'écrit, et puis que bon, hein, une fois la page tournée, on s'en fout du tout. Non, du tout. C'est un livre qui m'a impacté. C'est mon premier livre autochtone que j'ai lu et qui m'a réellement impacté. Et puis, Cheval indien de Richard Wagamese, qui est aussi un auteur canadien, qui relate également l'histoire de Saul, qui s'appelle Cheval indien, qui fait partie de la nation des Ojibwés, et qui va aller dans un orphelinat, qui va vivre l'horreur.
peut dire l'horreur absolue. Mais en même temps qui va être préservé un peu, parce que c'est un gars, c'est un jeune garçon qui est passionné de hockey sur glace. Et il va être, on va voir que, ben oui, qu'il a du talent, le petit bonhomme. Et au fil des pages, ben oui, il va être je veux dire, repris par un ecclésiaste, par un curé, un prêtre qui va le sortir de cet enfer, cet orphelinat. Et puis on va voir, c'est ça, on va voir sa vie, je veux dire. C'est très prenant, réellement très prenant. Je dirais même quelque part plus prenant que Pissim Napeu, mais bon, quelque part ce sont les mêmes histoires, ce sont les mêmes, comment je veux dire, je ne reviens pas sur le terme, mais les mêmes, quand on cherche un mot, hein, les mêmes souffrances, c'est les mêmes souffrances. Il n'y a pas de... Qu'on soit à l'autre bout du Québec ou du Canada, dans une autre province, c'est du pareil au même. C'est des gens qui ont souffert pendant plusieurs générations et dont les relents sont encore visibles aujourd'hui, malheureusement. Donc, entre ces deux... je vais prendre Pissim Napeu. Je prends Pissim Napeu parce que c'est mon premier livre autochtone que j'oublierai jamais. Moi, je veux dire, je ne vais jamais oublier non plus Cheval Indien, c'est clair, ni les autres qui sont restés, je vais dire, sur le banc de touche, parce que ce sont toutes des petites pépites, réellement. Donc c'est ça, donc Pissim Napeu. Donc, maintenant, on va prendre les 6 rescapés, on va faire les demi-finales, 3 de chaque, et puis on passera à la finale. Alors, les demi-finales, on va tirer 3 numéros. C'est parti. Le 1, ok. Le 3. Ok. Et encore un. Le 6. Et donc, ben forcément, hein, les 3 autres, les 3 derniers. Ah, je vois déjà comment ça va se profiler. Oh my god. C'est... Bon, là, j'ai plus besoin des numéros, hein, c'est clair. Alors, je vais vous montrer les femmes du bout du monde, la maison au sortilège, la petite boulangerie du bout du monde. Comme c'est bizarre, hein, c'est quand même, des fois, le bout du monde se retrouve avec le bout du monde. Hein. 2 bouts du monde, 2 petits bouts du monde. Alors, on va se les mettre... C'est difficile de se remettre, je veux dire, parce qu'il y a des bouquins, c'est ça qui fait la dureté, je veux dire, parce qu'il y a des bouquins qu'on a lus il y a récemment et d'autres moins récemment, ce qui fait que on a plus de souvenirs de certains livres, dans quel état d'esprit on était. De ces 3-là, je retire la petite boulangerie du bout du monde. On continuera, c'est clair, on continuera la petite saga. Et puis il reste Mélissa d'Acosta et puis la maison au sortilège.
j'étais dans un état d'esprit, waouh. Ça, on a fait ça en lecture commune. Ça, je m'en rappelle plus. Désolé pour si c'était en lecture commune, je ne me rappelle plus si c'était en lecture commune. Il faudrait que je mette réellement à jour mes notes. Mais oh, ces deux, waouh. Je crois que j'étais plus dans un état euphorique. Oui, quand j'ai lu Mélissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, que La maison sortilège. Mais Mélissa d'Acosta, allez, Les femmes du bout du monde. Là, ça va aller très vite, hein, ça va aller très vite maintenant. Et puis les trois derniers, Outlander, Dans les forêts de Sibérie, et puis Simla-P.O. Point de vue émotion. Point de vue émotion. Il y en a plus dans Pays Simla-P.O. que dans. Il y a d'autres trucs dans les forêts de Sibérie qui forcément je ne retrouve pas dans Pays Simla-P.O. ni dans Outlander. Dans ces trois-là. Outlander. Oui. Je laisse Sylvain Tesson, qui reviendra, puis Simla-P.O. reviendra aussi pareil. On s'en refera des vidéos pareilles là. Pas de problème. Je signe des deux mains et des deux pieds. Donc voilà. Maintenant. Pas évident non plus. Entre Outlander et Les femmes du bout du monde pour la finale. Allez, je me laisse un petit moment de réflexion. A few moments later. Alors, roulement de tambour. Déjà, c'est pas évident parce que là, c'est un one-shot. Ça, c'est une saga. Malheureusement, j'aurais pas pu faire, je veux dire, faire une vidéo juste avec, je veux dire, des coups de cœur saga et puis des coups de cœur one shot. Parce que faut pas oublier les mangas non plus, hein. La fameuse Sacrée Mamie, là, elle n'est pas dedans, là. C'est à part. Je ferai peut-être une fois à un moment donné, peut-être une vidéo juste pour les mangas, mais l'un dans l'autre, parce que ça me suit beaucoup, je vais dire, depuis plus longtemps, que je me suis plus investi dedans aussi. Oui. Outlander, la saga coup de cœur, les one-shot saga coup de cœur, ce qu'on veut, c'est le premier d'une longue série, je dirais d'une longue série de vidéos, je ne sais pas là, mais j'avais envie de faire ça. Et là j'ai déjà dans la tête comment je ferais pour une seconde vidéo, c'est que la prochaine vidéo, quoi qu'il arrive, je vais dire Outlander ne sera plus dedans. Ni le tome 5, ni le tome 6, ni le tome 10. Outlander serait à part, vu qu'il a déjà gagné une fois. Donc, mais les autres pourraient de nouveau être en lice. Donc voilà. Le gagnant de ces 12 coups de cœur, et je vais dire, certainement il y avait
une bonne vingtaine de livres. Une bonne vingtaine de livres sur le plancher, là. Donc voilà. Ben oui, forcément. Quelque part. Quelque part, c'est logique aussi, Outlander. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a encore qui sont encore avec moi, là, parce que juste en faisant les petits rushs, là, à chaque fois en regardant, je crois que c'est une vidéo qui va être pas mal longue. On va essayer de couper quand même un maximum. On va bien voir comment on va faire, mais c'est ça. Donc la prochaine vidéo, la semaine prochaine, sera un update lecture, le numéro 27. Et en attendant, portez-vous bien. Comme d'habitude, faites d'excellentes lectures. Et à la fois prochaine. Bye.